Bonjour, nouveau numéro de Megatrend sur Boursorama. Aujourd'hui, on se demande si l'Europe va elle aussi profiter des tendances de long terme. Je salue nos deux invités. Bonjour Laetitia Baldeschi. Bonjour. Vous êtes responsable des études et de la stratégie chez CPR Asset Management. Soyez la bienvenue. Bonjour Jean-François. Bonjour David. Jean-François B, toujours directeur général de Cantalis. Alors c'est vrai que sur le climat, le digital, l'alimentation, le vieillissement, l'innovation, les biotech, surtout ces grands sujets qui sont structurants, qui sont mondiaux, la question qu'on se pose, Laetitia, c'est est-ce que l'Europe pèse vraiment de tout son poids, notamment économique, pas seulement? Alors c'est une bonne question, ouais. effectivement. On peut en faire un long débat, ça. Voilà, très long débat, je crois. Effectivement, on peut se poser la question, d'autant plus si on regarde les poids des valeurs européennes dans les marchés mondiaux, les indices mondiaux, on se rend compte effectivement que l'Europe est plutôt à la base déjà un peu en retrait. Un peu en retrait. Ouais. Toujours est-il qu'il me semble qu'on néglige beaucoup la dynamique politique européenne et qui a été, je trouve, accentuée par ce qui vient de se passer par la crise du Covid. Et on sent qu'il y a quand même toute une organisation politique qui est en train de se mettre en œuvre pour essayer de rattraper son retard. Et il me semble que notamment sur la thématique du climat, c'est très réel, mais également sur d'autres. Et pour l'innovation, effectivement, nous sommes un peu en retard parce qu'on a développé plutôt un modèle qui reposait sur la concurrence tel que le développaient les économies d'Europe du Nord. Donc c'est toute la concurrence comme maître mot et du coup on a négligé de construire des gros groupes qui seraient de taille des GAFA, en gros, européens, qui seraient capables de concurrencer les Américains ou les Chinois. Mais là encore, ça change. Quand vous regardez, vous abonnez à la Commission européenne et à ses sites d'information, il n'y a pas une semaine sans qu'on reçoive un mail qui vous indique qu'il y a une autorisation exceptionnelle de verser une subvention d'un État à une entreprise, à un secteur. Donc on voit bien qu'on est en train de changer de braquet, je dirais. Bon. Sur les méga trends, que c'est la thématique qui nous intéresse, boursièrement, on a des chiffres là-dessus qui montrent que malgré tout, au global, sur les méga trends, sur les méga tendances, on est en retrait et qu'il y a une domination des Américains et de l'Asie et des Chinois. Oui, je pense qu'effectivement, déjà globalement, si on regarde les indices en tant qu'investisseur, MSCI World et autres, MSCI World All Country qui intègrent les pays émergents, on a une domination américaine, c'est de l'ordre de 65% sur l'indice MSCI World. L'Europe, c'est entre 5 et 15%. Si vous prenez les indices Megatrend aussi publiés par MSCI, vous avez une Europe à 5%. Et puis, si vous faites un focus sur tout ce qui est disruption, innovation, tech... je vous coupe, mais le match il est perdu, là. Une fois qu'on a dit ça... Non, mais le match, il est perdu une fois qu'on a dit ça. En fait, mais et en même temps, tout ça n'est-il pas biaisé par, encore une fois, le poids des GAFA? C'est-à-dire qu'on a loupé le coche sur les GAFA, on est resté à quai. Voilà, il n'y a pas de GAFA en Europe, c'est la réalité. Donc, c'est ce qui nous pénalise dans ces chiffres-là. Oui, les mauvaises langues disent en France, on n'aurait pas pu créer Google, mais en revanche, on a créé la CNIL. Donc, effectivement, on a un loupé. C'est-à-dire qu'il y a en fait deux mouvements ces 20 dernières années. Quand vous regardez les performances des marchés, sur les 20 dernières années, vous avez un supplément d'âme lié à la globalisation des économies. Et donc là, la Chine, bien évidemment, et les pays émergents en ont profité. Et certaines valeurs européennes en ont profité. Je pense notamment aux valeurs de luxe. Donc c'est un peu nos GAFA à nous, tout ce qui est LVMH, Hermès, L'Oréal, etc. Le deuxième supplément d'âme, c'est la tech. Et donc ça est fortement tiré par les GAFAM et profiter au marché américain, caramba, l'Europe est encore passée un peu à côté. L'élément, j'allais dire, effectivement, qui est intéressant, c'est la dynamique et d'essayer de se projeter sur les prochains mégatrends plutôt que de regarder dans le rétroviseur les anciens mégatrends. Donc là, on fait la liste de vieillissement de la population, relocalisation plutôt que globalisation. Donc il y a peut-être des thèmes où l'Europe, effectivement, bouge et stimule l'industrie. J'ai noté la transition climatique, le climat, où on a des champions. L'autre élément aussi qui est intéressant, si on veut se projeter dans le futur, c'est la thématique du nombre de brevets déposés, c'est l'enseignement supérieur. C'est-à-dire qu'il faut préparer l'innovation, il faut préparer l'innovation de demain. Et c'est là où
le match va se jouer. Alors sur l'enseignement supérieur, on est plutôt bien positionné en Europe et en France. On a beaucoup de diplômés de l'enseignement supérieur. La question ensuite, c'est la fuite des cerveaux. Est-ce qu'on arrive à les garder? Est-ce qu'ils travaillent pour nos entreprises européennes? En ce qui concerne le nombre de brevets déposés, on est un petit peu à la traîne. C'est 1,3 million de brevets déposés en Chine, c'est 600 000 aux États-Unis, c'est 300 000 au Japon, c'est 200 000 en Corée, et la France arrive loin derrière. On est à 16 000 brevets, et même sur l'Europe, en fait, on est assez en retard. Donc, une lumière rouge ou orange, en tout cas, sur les brevets, sur tout ce qui est innovation. Ouais. Laetitia, les thématiques, là, on en parlait avec Jean-François, où l'Europe est dans la course. On est hors course sur les GAFA, ça on l'a compris, c'est une réalité, mais voilà, les thématiques, on l'a dit, le climat, le vieillissement, il y a une carte à jouer encore une fois pour l'Europe. Il me semble, notamment pour ne pas passer à côté des méga-tendances, des méga-trends du futur. Voilà, je pense qu'on a un modèle européen qui, en regard de ce qui se passe aux États-Unis ou même en Chine aujourd'hui, et on le voit a fortiori en Chine actuellement, c'est l'avancée, ce modèle social européen qui est quand même bien plus égalitaire que les autres. Et donc, dans la grande thématique de la réduction des inégalités et du fait que on va vers une économie qui va être plus inclusive. C'est ce que demandent les banquiers centraux maintenant, c'est ce que demande le monde en général. Eh bien, il me semble que l'Europe est beaucoup mieux positionnée. On a un modèle qui permet donc sur la thématique de la réduction des inégalités. Voilà. Quand vous regardez en termes de répartition des revenus, vous avez quand même quelque chose qui est beaucoup plus égalitaire en Europe. Et alors, on dit souvent c'est l'importance des dépenses sociales et de retraite. Évidemment, on n'est pas sur le même rythme quand on se compare aux États-Unis ou à la Chine, a fortiori. On est sur un modèle qui repose sur beaucoup de dépenses publiques. Mais quand vous regardez même avant impôts et redistribution, vous avez un modèle qui est plus favorable aux salariés en Europe qu'il ne l'est aux États-Unis. Quand vous regardez la problématique du salaire minimum, par exemple, où on voit qu'il représente encore près de 50% du salaire moyen en France, on est tombé à moins de 20% aux États-Unis. Donc on voit qu'il y a quand même des écarts salariaux qui sont en faveur des salariés sur le modèle européen. Je pense, et là j'ai l'impression que les gouvernants européens vont dans ce sens-là. Quand vous regardez le programme du SPDO en Allemagne, c'est 12 € de l'heure, le salaire minimum qui est envisagé. Quand vous regardez les politiques de revenu universel, la crise du Covid a accéléré cette orientation-là. On va vers... en Espagne, c'est d'ores et déjà mis en œuvre de façon partielle, mais c'est à l'épreuve des faits. En Allemagne, il y a des tests, on en parle au Royaume-Uni. Donc on voit que c'est quand même une dynamique qui se crée, qui est un peu divergente par rapport à ce qu'on peut observer aux États-Unis. Et quand on voit ce qui se passe actuellement en Chine, par exemple avec le virage à 100%, 180 degrés de Xi Jinping et qui met en avant cette lutte contre les inégalités, voilà, il me semble que l'Europe est mieux positionnée, donc on devrait pouvoir être mieux à même de franchir cette étape. Et le thème sur lequel on est le mieux positionné, c'est le climat, c'est ce qui paraît évident aujourd'hui. Oui, il y a des champions européens et français, donc on peut citer la fusion Veolia-Suez, on peut citer Air Liquide, on peut citer la compagnie Saint-Gobain, etc. Donc il y a des champions européens français qui se mettent en ligne parce que l'Europe, les États et les banques centrales poussent justement à affronter, j'allais dire, ces mutations, et on va pouvoir du coup irriguer, profiter des politiques des autres pays. Donc on peut avoir des champions européens qui profitent des mouvements de plans de relance américains, infrastructures ou asiatiques, chinois. Bon, après, il faut être assez... je pense, réaliste. Je prendrai l'exemple des systèmes de paiement pour faire le lien avec la tech et le financement, puisqu'on est dans une émission financière. Quand vous regardez les principes de paiement, c'est surtout Apple Pay
Google Pay, Samsung Pay ou Alipay. Donc vous avez entendu beaucoup de noms coréens, chinois ou américains, mais assez peu de systèmes européens, qui prennent le lead en fait lié au smartphone. Donc il ne faut pas sous-estimer non plus la tech et mettre de côté ce match sur la tech qui vient irriguer en fait l'ensemble de nos secteurs et qui pénalise par ricochet en fait nos acteurs, en l'occurrence nos banques européennes. Ça veut dire que si on veut investir dans cette thématique des mégatrends en général, on ne peut pas éviter, on ne peut pas passer à côté des Américains, des GAFA américains et des Batex chinois. C'est nécessairement des fonds Action Monde, et on aura nécessairement... Et si vous êtes d'accord? Oui, non, mais, ils sont incontournables. Surtout américains, je dirais, parce que pour les Chinois... Ça reste incontournable. Sinon, on passe à côté de la performance. Bien sûr. Après, on peut se dire aussi que là, c'est intéressant, Laetitia et Jean-François, là, on est bien positionné en Europe, j'ai envie de dire politiquement. Réduction des inégalités, on l'a dit, ou d'autres, ou vieillissement. Est-ce qu'on a les véhicules d'investissement? Est-ce qu'on a la profondeur, les sociétés cotées, justement, pour investir derrière? Parce que derrière, on voit politiquement, il y a une ambition, je pense encore une fois à la réduction des inégalités, du modèle social, mais sur quelle entreprise derrière investir? Il n'y a pas un manque de creuset, je veux dire, de choix de société? Je pense que c'est tout un écosystème qu'on doit aborder. Donc, je parlais des innovations, des brevets, des recherches. C'est une vraie question ou pas du tout? Il y a vraiment... C'est une vraie question. Et la partie financement des techs, il faut des fonds de private equity, il faut du Nasdaq, il faut toute une chaîne de valeur, tout un écosystème entre le non-coté, le coté, les banques, les entreprises. Donc un effet vertueux en fait qui permet justement de faire cet effet boule de neige et de développement. Et on aurait la même chose, la même remarque sur le climatique, sur l'industrie, la relocalisation, où le vieillissement de la population sont effectivement des écosystèmes, des écoles, depuis les écoles jusqu'aux fonds d'investissement qui doivent être appréhendés. Ce n'est pas juste une micro-approche ponctuelle, mais effectivement, le groupe Amundi CPR est bien placé pour participer à cet écosystème. C'est quand même le premier gérant européen aujourd'hui. Donc vous avez cette approche mondiale et large. Ouais. Mais je reviens à ma question encore une fois sur d'ailleurs quelles entreprises acheter dans le secteur. Soyons positifs, on oublie effectivement la tech et l'innovation. Là, on est effectivement un peu en retard par rapport aux Américains ou aux Chinois. Sur les thématiques où on est bon, sur ces méga-trends où il y a du potentiel, où l'Europe est bien positionnée, on a assez de valeurs d'entreprise, sociétés cotées, dans lesquelles investir, où là encore, il y a du travail, il y a un effort à fournir. Je pense qu'on est dans une phase de développement. Ouais. Et on l'a bien vu, les politiques mises en œuvre un peu partout en Europe visent à cela. Enfin, en France, on a eu quand même toute la démarche du ministre de l'économie et de son plan de relance pour booster un peu cet investissement sur les valeurs françaises et européennes. On investit quelques milliards dans les microprocesseurs. Oui, les Coréens et les Chinois vont en mettre de 10 fois, 100 fois plus. Et je dirais que c'est le pas à pas. On construit aussi quelque chose. Moi, je trouve que notamment, par exemple, dans le climat, où on parle beaucoup, c'est notre thématique. L'Europe, je crois que vraiment, l'Europe a comme ambition d'être le premier continent zéro carbone et va y arriver parce qu'elle se donne les moyens. On est dans une avancée tellement rapide et effective, puisqu'on a des objectifs qui sont mis en place. On a déjà notre plan de relance européen, 750 milliards. Il y en a 37% dévolus à l'innovation pour le climat, la transition climatique. On a une partie non négligeable des 1800 milliards au total de financement sur les 7 prochaines années. 30% sont mis à disposition. C'est un effet d'entraînement en général. Vous avez des phénomènes. Vous mettez de l'investissement public, vous mettez des fonds publics, mais très souvent, cela s'accompagne d'investissements privés. Donc c'est une dynamique qui se crée. Et il me semble qu'on a quand même des acteurs qui pourront bénéficier de cette manne financière. On critique souvent l'Europe qui est très longue à mettre en place des plans, ceci, cela. Quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis, où depuis le début de l'année, on nous parle de ce plan d'infrastructure où on n'en a toujours pas vu le début de la couleur, parce qu'on ne sait toujours pas ce qu'ils vont finalement voter, et que de toute manière, on parle de l'Europe. Il a été largement réduit. Hein, voilà. L'Europe, pareil, on dit, oui, mais c'est à l'Europe, après il faut que ça descende aux États. Mais qu'est-ce qui va se passer aux États-Unis? Des infrastructures, ça ne se négocie pas au niveau de l'État fédéral, ça va passer par les États. Donc vous imaginez le délai entre la décision politique qui n'est pas encore prise. Donc voilà, je trouve qu'en Europe, on est déjà en avance sur ce côté-là. On fait beaucoup d'Europe bashing. Voilà. C'est vrai qu'il y a quand même une dynamique. Vous parlez, David, des sociétés cotées. Euronext, c'est une introduction en bourse par jour.
en ce moment. Il y a une vraie dynamique, une vraie accélération sur les IPO, l'introduction en bourse, et c'est beaucoup autour du climat, de l'environnement. Et donc, on a des nouvelles sociétés, une pépinière de sociétés qui se renouvellent. Et il faut, au rien final, à voir avec ce qui est coté sur le Nasdaq américain en termes de montant aussi, en termes de taille et tout. Mais elles ont commencé. Exactement. Et voilà. Et l'idée, finalement, c'est de se positionner sur les valeurs de demain. Voilà, et c'est tout l'objectif notamment de cette émission. Merci à tous les deux, Jean-François Bay d'un côté et Laetitia Baldeschi de l'autre. Merci à tous les deux. Nouveau numéro évidemment de Megatrend, c'est dans 15 jours sur Boursorama. Thank you.